Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, chacun me connaît, je crois. Marc-André Coton, j'ai aujourd'hui le plaisir vraiment de partager un travail que nous faisons avec Sylvie Vermeulen autour de Regard Conscient, qui va s'intéresser à l'analyse transgénérationnelle, qui est un des outils que nous utilisons. Je vais aborder la question de savoir au fond quels sont les héritages que nos parents nous transmettent à leur insu et de voir dans quelle mesure nos existences sont influencées par ces héritages et je dirais par un ensemble de circonstances qui ont été vécues par eux, par leurs parents ou grands-parents, donc dans les familles au sens large et parfois sur plusieurs générations. Comment est-ce que tout cela influe sur nos vies et celles de nos enfants? C'est une mémoire qui peut être encombrante parce qu'elle conditionne certains des rôles dans lesquels nous sommes pris, et je pense qu'on cherche tous à se dégager justement de cette notion de rôle, de ces schémas de comportement dont on sent qu'ils nous tiennent, qu'ils nous habitent, et dont on a parfois l'impression qu'ils nous encombrent, mais qu'en même temps ils nous définissent. Donc il y a un petit problème. Lâcher ces rôles, c'est aussi retrouver une autre image de soi, une autre identité que celle que nous avons construite. Souvent ces rôles, eh bien, ils nous séparent des autres, et en particulier de nos enfants, parce que nous leur transmettons sans le savoir des patates chaudes, si je peux dire, hein, c'est-à-dire des choses à trier. Et eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu ce tri au fil de cette présentation. On verra comment il est possible de cheminer dans la compréhension de certains mécanismes, des mécanismes dont certains courants ont déjà mis à jour certains fonctionnements, si je peux dire. C'est possible de s'en libérer. Je ne vous cache pas que ça nécessite bien entendu un certain investissement, donc ça va être un travail, un cheminement, et c'est un parcours évidemment semé d'embûches, de questions, de doutes, et vous pourriez peut-être être amené, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs bien entendu, à entreprendre également ce cheminement. Alors, du coup, vous allez peut-être devenir eh bien, ces détectives en quête d'indices, des historiens à la recherche d'informations, d'éléments dans les archives, des familles, etc. Ou peut-être même ces enquêteurs qui reviennent inlassablement sur les lieux d'un crime. Mais crime entre guillemets, mais parfois, comme vous le savez, il peut y avoir mort d'hommes, mort d'enfants et des choses douloureuses qu'on doit quelque part trouver, auxquelles on doit donner un sens. Et vous serez peut-être confronté à ce qu'on appelle le déni de vos proches, la réticence de ces proches qui, d'une certaine façon, sont dans l'évitement, ne veulent pas répondre à des questions, tout au moins directement, et puis bien entendu notre propre déni, parce que par ailleurs, certaines informations peuvent susciter des sentiments qui nous rebutent, qu'il est difficile à accueillir. Alors, parmi ces sentiments, on peut bien entendu avoir déjà la surprise de quelque chose qu'on découvre et qui n'a pas été dit ou a été tu, tout simplement. Parfois la tristesse, la consternation, la colère, et toutes ces choses-là ne sont pas là pour nous décourager. Je pense qu'au contraire, ça doit nous motiver. Car nous pourrions prendre goût justement à ce travail, et tout cela parce que je pense que nous sommes tous inspirés par un profond désir de vérité, ce que j'appellerais un besoin de conscience, et quand on commence à nourrir ce besoin de conscience, eh bien on ne peut plus s'arrêter. C'est en tout cas l'expérience que je fais, et je pense que c'est parce qu'on est fait pour cela. Alors comment allons-nous procéder ? Vous avez certainement aimé faire des puzzles, en étant petit ou plus grand, et senti l'intérêt de cette activité qui est a priori un peu futile, des heures passées à relier des pièces éparses, des petites pièces un petit peu différentes par leur forme, leur couleur, etc. Et au final, après ces nombreuses heures, le plaisir de parvenir à reconstituer l'image, celle de la boîte, si c'est un puzzle que vous avez acheté, un paysage, un animal de compagnie, que sais-je. Hein. Il y a cette traduction de l'anglais, to be puzzled, qui veut dire donc nous sommes perplexes. Hein. On peut être perplexe face à cet héritage que nous avons, dont nous avons hérité.
Je vous propose cette métaphore parce qu'elle parle justement donc, du travail qu'on va faire, elle s'applique à ce travail, c'est-à-dire une patiente reconstitution de morceaux de mémoire qui ont été dissociés par un mécanisme qu'on connaît par ailleurs, c'est le fameux refoulement, la dissociation, donc la manière de se protéger que chacun d'entre nous avons certainement mis en œuvre, et bien entendu nos parents et grands-parents avons-nous. Donc on va s'efforcer de recoller ces morceaux et pour obtenir une vision un peu plus large de ce fameux héritage, ce qu'on peut aussi appeler une problématique, la nôtre, celle de notre famille. À cette différence près qu'il n'y a pas d'image toute faite, il n'y a pas une image à laquelle se conformer. Au contraire, on risque certainement d'avoir quelques surprises. Alors, comment saurons-nous que c'est vrai? Eh bien, je pense, pour l'avoir expérimenté, que parfois les preuves manquent, et donc on doit se contenter d'un senti, de quelque chose qui colle. On a pu reconstituer une image, et la cohérence de l'image est là pour nous prouver que quelque part, je dirais, ça colle, on sent que ça colle. Sigmund Freud avait lui aussi utilisé la métaphore du puzzle pour parler donc, de ses premières analyses, ce qu'il appelait à l'époque la psychoanalyse. Et voici ce qu'il écrivait. C'est exactement comme assembler les pièces d'un puzzle d'enfant. Après de nombreuses tentatives, nous devenons absolument certains, à la fin, de la pièce qui complète l'image et en même temps permet à tous ces bords irréguliers de s'ajuster au bord des autres pièces, de telle manière qu'elles ne laissent aucun espace libre et n'entraînent aucune superposition. Donc voilà ce que Freud estimait être la preuve. Ce sont donc des pièces d'un puzzle familial que je vais dérouler devant vous, non pas celui de Freud, de George Bush ou de Barack Obama comme j'ai pu le faire ailleurs, mais l'héritage que j'ai pu mettre au jour dans ma propre existence, dont vous découvrirez quelques moments clés. Alors l'idée n'est pas de parler de moi, mais de voir à travers ce cheminement que j'ai pu faire comment ce nous peuvent éventuellement se dénouer certains de nos héritages, un petit peu comme un film dont vous découvririez le making-of. Tout d'abord, avec cette image, prise en septembre 1960, ma sœur dans les bras de notre arrière-grand-mère et moi-même à l'âge de 2 ans et demi. Quelle importance a cette grand-mère maternelle dans la vie de ma mère, donc mon arrière-grand-mère maternelle? Pourquoi cette frayeur dans le regard de ma jeune sœur âgée de 11 mois et mon petit sourire en coin, de quoi témoigne-t-il? Tout cela a un sens et il me faudra des années pour le réaliser. Je vais donc commencer par aborder les débuts de l'existence et la notion d'empreinte, comment revenir sur ces moments décisifs. Nous verrons quelques éléments de la biographie de ma mère, leur incidence sur ma propre vie, en particulier un secret révélé tardivement. On retrouve la notion d'enquêteur tout à l'heure. Je parlerai de son impact sur certains de mes choix de vie, tout au moins de ce que j'ai pu en voir, autrement dit de la manière dont le passé s'immisce dans notre présent, le perturbe, le parasite si je peux dire. Je préciserai aussi ce qu'il faut entendre par un rôle. Nous nous pencherons sur la lignée de mon père pour découvrir là aussi le poids du silence, ses conséquences sur ma propre existence, et ce sera l'occasion de faire un tour par l'histoire, la grande histoire. Nous verrons comment les destins individuels croisent parfois les moments de cette grande histoire et l'importance, eh bien justement, de le réaliser, d'en prendre conscience et peut-être de faire aussi ce travail d'historien dont je parlais tout à l'heure. Enfin, nous terminerons par l'incidence de ces prises de conscience. Comment est-ce que cela change éventuellement nos vies? Peut-on se libérer de ces héritages? Comment? Y a-t-il des choses qu'on puisse faire pour éviter de les transmettre à nos enfants, puisque bien entendu c'est une part de nos préoccupations, et nous aurons finalement un temps d'échange qui sera certainement aussi long que la conférence, donc il y a beaucoup d'espace pour ce temps d'échange. Alors, les débuts de l'existence, commençons par cette première illustration, une aquarelle de bienvenue, reçue par mes parents à l'occasion de ma naissance et se trouvant dans mon album d'enfance. Puisque nous y sommes, voilà une source précieuse de renseignements pour se réapproprier son histoire, les albums de famille. Souvent,
revenir encore sur ces albums, les phrases, sentir l'importance que certaines phrases ont eue pour celle ou celui qui les ont écrites. Flava était une marque de coton hydrophile, et l'artiste voulait faire un jeu de mots tendre avec notre patronyme, coton, C-O-2-T-O-N. J'ai souvent été amené à préciser C-O-2-T-O-N. À l'origine, c'était un patronyme indien, italien. Les tissus indiens, le coton est italien, cotone, avec un T. Donc, 2T, c'est dur, un T, c'est plus doux. Hein, et c'est justement ce que l'aquarelle suggère. Hein. La douceur, l'accueil inconditionnel nécessaire à ses premiers moments de vie. Or, voici ce que ma mère écrivit juste en dessous. Nous ne pensons pas que Marc-André sera élevé dans du coton. C'était vache. Hein. Quand j'ai relu cette phrase en débutant un travail sur moi, il y a une vingtaine d'années, ça m'a fait un nœud dans la tête. Hein. Que voulait-elle dire par là? Ma conscience était dissociée de ce vécu précoce et j'étais incapable d'en penser quoi que ce soit. J'étais dans l'interdit de voir et de sentir. Et donc cette espèce de sidération, ce « je ne sens rien » qu'on connaît souvent, quand on commence, on n'a pas de sensation, on n'a pas de sentiment, on ne sait pas ce que ça nous a fait. D'autres commentaires étaient éloquents. « Maman est fière car bébé vient d'étrenner son vase. Pensez-vous à 11 jours ?» Avec les cris de Marc, il faut avoir de solides tympans. Voilà donc une mère aux prises avec son premier-né qui ne sait pas comment répondre à ses besoins. Et cette mère, c'est la mienne. Je pénétrais dans un univers de sensations précoces que j'ai mis des années à explorer en thérapie et j'en ferai donc la première pièce de notre puzzle. Qui nous rappelle que le nourrisson a des besoins auxquels on ne peut déroger sans séquelles émotionnelles durables. Un contact peau à peau dès la naissance, un allaitement à la demande sur la durée, un accueil émotionnel tout aussi inconditionnel, toutes ces choses que vous savez ou que vous apprenez à retrouver. Tout cela, je ne l'avais pas eu et je ne savais pas ce que ça m'avait fait. En lieu et place, j'avais dû éduquer mes besoins, répondre à des injonctions éducatives, comme en témoigne ce petit garçon bien éduqué que vous avez vu sur la photo précédente. Avec pour conséquence des carences affectives que je devrais remettre en scène tout au long de ma vie, puisqu'on verra que c'est un moyen que nous avons, en tant qu'être conscient, pour parvenir à retrouver ces éléments refoulés. Je pense que l'enfant qui est frustré de ses besoins essentiels met en effet en place des mécanismes d'adaptation. On en a parlé dans certains des ateliers. C'est un point important, le mécanisme d'adaptation. Par la suite, il va répéter certains comportements issus justement de cette adaptation, ce que j'appellerais des remises en scène. Et là aussi, en tant que parent, on peut se rendre attentif à ces remises en scène, les nôtres, mais aussi, bien entendu, les leurs. Dans une perspective de conscience, ces remises en scène nous guident vers la résolution de nos problématiques. C'est pourquoi je parle d'une nécessité. La nécessité de les remettre en scène. C'est une nécessité de conscience. Il est temps que je vous présente mes parents. Les voici en septembre 1958, au moment de ma naissance. Mon père entreprend des études d'ingénieur qui vont le rendre indisponible. Je ne savais pas faire avec les enfants, se dira-t-il plus tard dans une confidence. Il est né à Genève, a grandi au Paquis, un quartier populaire du bord du lac Léman. Un milieu de modestes artisans, puisque son père était vannier, tout comme son grand-père d'origine provençale et dont nous aurons l'occasion de reparler. C'est l'aîné d'une fratrie de 2 garçons. Ma mère est aussi l'aînée de 4 filles. Tout au moins le pense-t-elle jusqu'à la découverte d'un demi-frère plus âgé. Elle est née à Genève, mais a grandi à Bulle, canton de Fribourg. Ses parents y tenaient une charcuterie réputée. En 1949, ils ont émigré à Carouge, dans des circonstances que je vais préciser. Carouge, Genève, une petite ville en dehors de Genève, une grande ville aujourd'hui. Me voici donc entouré d'un moment clé de mon existence, puisque ce sont les premiers mois de ma vie, de la vie. Quelles étaient leurs préoccupations? Qu'est-ce qui fondait leurs relations? Quelle fidélité les attachait à leurs propres parents? Comment voyaient-ils leur avenir, le nôtre, le mien, celui de leurs enfants?
Tout cela va peser sur la destinée d'un enfant. Ce sont les fameuses fées des contes populaires qui se penchent sur le berceau. En termes psychologiques, nous parlerons d'une empreinte. Pour comprendre les rouages transgénérationnels, il est important de mettre au jour cet environnement familial avant et autour de la naissance. Ça nécessite évidemment un certain travail, parfois, lancinant, répétitif, revenir encore et encore sur cette période, en questionnant nos proches, en s'efforçant d'accueillir notre vécu d'enfant. Qu'est-ce que cela m'a fait, au fond, de naître de mes parents, Et on peut, parfois, jouer avec ça, sentir une certaine lassitude des personnes que l'on interroge. Encore, mais j'ai déjà raconté cette histoire. Pour ce qui me concerne, je résumerai cela en 2 mots. Exigence et projet. L'empreinte. Ils étaient absorbés par les études de mon père, peu disponibles. Ma mère travaillait, parfois la nuit, et me confiait, ici et là, chez ses parents, beaux-parents. Dans notre petit appartement, je devais répondre à leurs exigences et prendre le moins de place possible. Le lien maternel n'a pas pu s'épanouir pleinement. Il m'a fallu un certain temps pour accepter de le reconnaître. Je devais être au service de mes parents, faciliter leurs projets. Ils étaient égocentrés, dans le sens le plus premier du terme, centrés sur eux. Plus tard, j'ai pu réaliser que ces 2 mots, exigence et projet, déterminaient bien des choix dans ma propre existence. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une empreinte et que nous sommes voués à remettre en scène nos empreintes au travers de nos existences. C'est un enjeu de conscience, c'est en tout cas comme ça que je le pose, un enjeu de vérité et de conscience. Pour comprendre ma mère, il faut revenir à son enfance, passée à Bulle dans le canton de Fribourg. Fille de commerçant, elle a fréquenté le pensionnat de jeunes filles de Sainte-Croix, une école dirigée par des sœurs que l'on voit sur cette carte postale. C'était une institution très stricte. Bien que très bonne élève, ma mère en a gardé quelques souvenirs amers qu'elle m'a confiés rarement. Il y avait de la discipline. Il y avait une sœur qu'on appelait Dragon. C'était aussi un monument de la culture locale, tout comme la religion, qui rythmait le quotidien de ce canton très catholique de Suisse romande, pour celles et ceux qui connaissent. En consultant des archives, j'ai noté que 80 enfants firent leur première communion en mai 1943, dans la petite ville de Bulle, tout comme ma mère. Donc c'était vraiment un événement social. Pour elle, la religion a été une source de réconfort, qui lui permit de gérer ses souffrances en se tournant vers Dieu. Et là, on a un autre élément, c'est un mode de gestion. Une notion importante, le mode de gestion de nos parents va influencer sur notre propre façon de gérer nos difficultés, nos existences. Et elle a transmis ce mode de gestion à ses propres enfants, puisque nous avons fréquenté l'église jusqu'à nos 16 ans. Notre paroisse de Carouge s'appelait d'ailleurs Sainte-Croix, comme le pensionnat que ma mère avait fréquenté. Adulte, j'ai dû déconstruire cet héritage religieux pour voir comment il avait imprégné mon éducation, et cela m'a réservé bien des surprises. Voilà donc la seconde pièce de notre puzzle. Quel vécu ma mère cherchait-elle à tenir à distance par sa pratique religieuse? Des violences familiales, certainement fréquentes à l'époque, des ruptures, d'autres drames? Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On comprend mieux l'importance d'explorer le passé de nos parents, sentir le carcan dans lequel ils ont vécu et dans lequel ils ont bien souvent souhaité nous enfermer, même parfois à leur insu, en pensant bien faire encore une fois. Je pense en effet que le passé se reproduit par notre volonté, souvent inconsciente, de plaquer sur le présent des schémas de comportement issus de notre adaptation à un contexte ancien, souvent celui de l'enfance. Pour s'en dégager, en libérer nos enfants, il faut donc remettre ces schémas de pensée à leur place, dans leur contexte historique. Donc il y a un travail de reddition, il faut rendre ces schémas à nos aïeuls. Et évidemment, ce contexte est lui-même le produit de ce qu'eux-mêmes ont vécu, autrement dit, de la génération précédente. Donc pour comprendre nos parents, il importe aussi de s'intéresser au vécu de leurs propres parents.
En l'occurrence, voici le père de ma mère dans ses jeunes années en tenue de boucher. Le canton de Fribourg vivait principalement d'élevage et de production de fromage, le fameux gruyère. Et une importante foire aux bestiaux se tenait notamment à Bulle chaque année. Et donc, il y a un nombre assez important de têtes de bétail. Pendant la guerre, on pratiquait des abattages clandestins. Une émeute éclata en novembre 1944 lorsque des inspecteurs fédéraux vinrent perquisitionner un boucher suspecté de vendre de la marchandise au marché noir. Il y a eu un procès devant la cour pénale fédérale, puis un second. Mon grand-père a aussi été condamné à une amende. Voici le compte-rendu du premier procès dit des bouchers. Je n'ai pas encore retrouvé les minutes du second procès. Par contre. Les faits eux-mêmes sont à mettre dans leur contexte. Des voitures entières partaient vers Lausanne, Genève, avec de la viande de contrebande. Mon grand-père a tué quelques porcs. Ce qui m'importe, ce ne sont pas les faits, mais l'effet produit sur les familles. C'est le poids des non-dits, l'incidence sur les générations suivantes. Qu'est-ce que ce vécu a laissé? Récemment, j'ai appris qu'un proche aurait dénoncé mon grand-père, une personne que ma mère connaissait bien. Même si ces deux personnes rejouaient leur histoire, si je peux le dire ainsi, remettaient en scène leur propre passé, j'ai noté que des sentiments de honte, de culpabilité, de trahison, et j'ai pu les mettre en lien avec certains événements de ma propre vie. La peur d'être pris en faute, condamné, bien au-delà de ce présent, de ce que le présent justifierait. Donc là, on a un petit indice aussi pour travailler sur soi. Quelles sont les circonstances présentes et quelles émotions ces circonstances m'occasionnent. Souvent, il y a un décalage énorme, et là, on peut, je pense, avoir un indice. Nous sommes parfois envahis par des sentiments qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, à nos grands-parents, parce qu'ils les ont refoulés. Au fond, ils ne les ont pas accueillis. Mais ces sentiments donnent l'impression de vivre en nous. Et à l'inverse, il est possible de les restituer à leur contexte et donc de s'en libérer. Les événements dont je vous parle ne sont pas étrangers au fait que la famille a quitté Bulle, en 1949, je l'ai dit, et se soit retrouvée à Carouge, canton de Genève, dans des conditions beaucoup plus précaires. Une sorte de mise à distance, suivie d'un déclassement social. Carouge, canton de Genève, était à l'époque habité par des immigrés, des Italiens pauvres, méprisés par les Suisses. Dans les chambres situées au-dessus du magasin, que l'on voit sur cette photo des années 1960, il n'y avait pas d'eau courante, pas de chauffage. Les toilettes étaient à l'extérieur. Voici ce qu'en a dit ma mère. À Bulle, on était bien, on avait une jeune femme qui venait nous faire nos habits pour le dimanche, une couturière. On était dans la bonne société moyenne. Mon père était estimé, j'allais dire. Et on est arrivé là dans un trou pareil, c'était dur, mais bon, on a fini par s'habituer. Pour ceux qui connaissent, aujourd'hui Carouge, c'est une petite ville proprette avec des vitrines de couturières, comment est-ce qu'on pourrait dire, à la mode, etc. De style, c'est complètement différent. Hein. Donc il y a un travail de reconstitution à faire. Ma mère va s'habituer à ce déclassement social, comme elle le dit, hein, mais avec des conséquences notamment sur le regard qu'elle va porter sur nous, ses enfants. À ses yeux, en comparaison, nous aurons toujours de la chance. C'est un exemple, je pense, de la manière dont le vécu refoulé passe à la génération suivante. Le mode de gestion du parent, il finit par s'habituer. Il refoule son vécu et transmet à l'enfant qui subit le déni de ses propres besoins. Donc voici une troisième pièce du puzzle, la figure encore énigmatique de mon grand-père maternel. J'aimerais insister sur le fait qu'il portait lui-même une histoire, sans doute le sentiment de devoir expier une faute. Sur cette image datant de 1937, on le voit avec ses deux filles, dont ma mère sur la gauche, et il ne montre aucune joie. Plutôt l'impression de porter le monde sur ses épaules. Y a-t-il encore un secret à dévoiler? J'ai réalisé ce dessin vers l'âge de 12 ans, et mon grand-père en avait alors 66. En esquissant ce visage triste, torturé, je traduisais un senti que les adultes autour de moi auraient pu confirmer s'il n'y avait pas eu l'interdit.
Ça, c'est une chose aussi importante. Hein, nous avons vécu entourés d'interdits. Certains ont été intériorisés et nous les faisons subir à nos propres enfants ou à nous-mêmes. 2 ans plus tard, il devait mourir d'un accident cardiovasculaire et c'est à son enterrement qu'un autre secret fut rendu public. Il avait un fils naturel que mon grand-père avait toujours présenté à ses filles comme leur cousin et qui fit son coming out à cette occasion. De manière autoritaire, mon grand-père était parvenu à imposer le silence à toute la famille, ce que le déménagement à Carouge avait évidemment facilité du fait de la distance. J'ai été moi-même tenu à l'écart de cette cérémonie et de ce qui s'est révélé pour des circonstances qui font que je n'ai appris cela qu'encore plus tard. On imagine l'impact de ce secret sur son existence, puisqu'il s'est frustré d'un héritier, et Dieu sait si à l'époque c'était important, que son épouse aurait certainement accueilli comme un fils. On comprend mieux le sentiment de culpabilité qu'il portait. Mais quel en fut l'impact sur les générations suivantes? Ma mère a mis un point d'honneur à planifier ses grossesses. Nous étions tous des enfants désirés. Par contre, ma première fille a été conçue hors mariage. J'ai mieux fait que mon grand-père, puisqu'avec sa mère, nous avons fondé une famille. Ce que mon grand-père n'a pas fait. C'est une forme de réparation inconsciente, si je peux dire. Pour moi, il n'était pas question de ne pas accueillir cet enfant, de ne pas l'élever comme ma fille. Mais comme le montre cette photo, j'étais jeune et peu préparé à assurer une paternité. Certainement pas dans la conscience que j'ai aujourd'hui, des tenants et des aboutissants. Donc sans le savoir, j'étais porteur d'un rôle et l'avais remis en scène dans ma propre existence. Voici donc la 4e pièce de notre puzzle. Elle nous rappelle que les enfants sentent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, qu'ils sont voués à manifester dans leur existence ce que leurs parents et grands-parents n'ont pas résolu. Ils prennent sur eux, chacun à leur manière. Il y aura des différences très importantes au sein de la fratrie du fait que chaque enfant ne porte pas le même rôle. Alors on dit, bien, ils ont reçu la même éducation. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, la notion de rôle est très différente d'un enfant à l'autre, ça c'est certain. Alors je pose cela comme une règle générale, mais elle se déclinera différemment pour chacun d'entre nous. Cela montre que la conscience est une réalité immatérielle, mais tangible. Car la parole devrait couler entre les générations, naturellement, si je peux dire. Hein. Mais lorsqu'un drame intervient, sur lequel on ne peut pas mettre de mots, eh bien, elle se fraye un chemin d'une autre manière, notamment par des remises en scène. Cela renvoie bien sûr à l'importance de dire les choses, de se dire les choses, de mettre des mots sur nos vécus. Et cela montre que nous manquons d'un langage pour parler de notre monde intérieur. Et ce langage, nous devons l'acquérir. Il est temps de passer à la famille de mon père, que vous voyez ici entouré de son père, de sa grand-mère, de sa fiancée, ma future mère, et de son frère. Un jour, encore jeune, ce dernier, donc mon futur oncle, reçoit un coup de téléphone. « Bonjour, on a trouvé une croix dans la montagne portant votre nom de famille. Est-ce que c'est quelqu'un de chez vous ?» Étonnement de mon nom, puisque les noms et prénoms correspondent à ceux de son frère, mon futur père, et que celui-ci est bien vivant. Après quelques questions, les parents sortent un article de journal datant des années 1920. Le frère aîné de mon grand-père est bien mort accidentellement, le 19 février 1922, lors d'une course de ski près de Saint-Cergue, à l'âge de 18 ans. Un seul portrait subsiste de lui. Bien des années plus tard, en visitant le site avec mon père, je me rends compte qu'une chape de silence a recouvert la mémoire de ce drame dont je n'avais jamais entendu parler. Là encore, le manque de mots pour dire le chagrin, la perte, pour témoigner d'un vécu qui est resté dès lors non dit et qui s'est transmis d'autre manière. Pourquoi mes grands-parents ont-ils donné le même prénom à leur premier fils, mon futur père? Quel genre de fidélité cela implique-t-il? Et cette mort du frère aîné, est-ce que c'est seulement le hasard, la faute à pas de chance, hein? On peut s'interroger sur des circonstances d'un drame. Alors, je décide de me rendre aux archives cantonales pour en savoir plus. Les archives, très intéressant les archives. L'un des premiers documents sur lesquels je tombe ne concerne pas mon grand-père, mais son père à lui. Il a fait la Première Guerre mondiale dans l'armée française et a déserté en avril 1916.
J'ai sous les yeux un procès-verbal de l'administration genevoise qui date de 1922. Il a donc attendu 6 ans pour régulariser sa situation. Ça montre un peu les sentiments auxquels il n'avait des difficultés à faire face, vraisemblablement la honte, la peur d'être rejeté, des choses comme ça. Même mon père ne savait pas que son grand-père avait fait la guerre. Encore un lourd secret, et plus de questions. Mon grand-père parlait de son père comme d'un ivrogne, n'a jamais mentionné son passé militaire. Quel traumatisme est-il dans l'alcool? Y avait-il un lien quelconque avec la mort accidentelle de son fils qui s'est perdu dans le brouillard lors de cette fameuse course de ski et serait apparemment mort de froid alors qu'il avait toute la vitalité d'un homme, d'un sportif de 18 ans? Comment ce lourd secret a-t-il pesé sur ses enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, c'est-à-dire ma génération? Moyennant quelques démarches, les documents trouvés me permettent d'en connaître davantage. Précédent domicile, affectation militaire, situation familiale. Ça prend du temps, mais on y arrive. Je reconstitue peu à peu l'énigme de cet aïeul, bien mystérieux, qui se prénommait Louis. C'est pas un prénom d'emprunt, c'est son vrai prénom. Avec cette première photo, qui date probablement de l'année 1914. Originaire de Provence, Louis a répondu à l'appel de mobilisation et quitté sa famille en août 1914. Né en 1911, sa dernière a 3 ans, on la voit sur la photo. Peut-être que cette photo lui a été envoyée sur le front. Leur mère n'est pas à la fête, hein. Elle s'occupera du commerce en l'absence du mari. Debout à gauche, mon grand-père, au centre son frère, victime d'un accident mortel 8 ans plus tard. Et le commerce qu'ils ont dû gérer, entre guillemets, en famille, eh bien le voilà, quelques années plus tard. Au début du siècle dernier, Louis s'est établi comme vannier à Genève, et c'est sans doute son fils aîné qui se trouve sur sa droite, donc sur votre gauche. À la mort accidentelle de celui-ci, en février 1922, c'est le second fils qui prend sa place, mon grand-père, qui reste le seul homme de la famille à la mort de Louis 2 ans plus tard. Mon grand-père a alors 19 ans. Voilà donc 2 hommes disparus prématurément et dont l'absence va peser sur plusieurs générations. Mais comment? Pour mon grand-père, l'assiduité au travail avait une valeur de survie. Il travailla comme artisan vannier dans une conserverie, puis reprit le magasin de sa mère. Il a fabriqué un nombre incalculable de paniers de bonbonnes, de paniers de pêche, de hottes, de panetons pour la boulangerie, sans compter les réparations de toutes sortes. À l'époque, les terrasses genevoises, eh bien, c'était des chaises en vannerie, donc il fallait les rénover chaque hiver pour le printemps. La seule manière de s'en sortir, c'était de se lever tôt et de travailler. Mon père l'aidait, imaginait devenir lui-même vannier, il a ensuite changé d'avis. Adolescent, j'ai aussi travaillé avec lui, j'ai appris, entre guillemets, un peu de son métier. Je sens cette injonction vivre en moi, comme je l'ai senti chez mon père. Il avait une expression, boulot, boulot, bistrot, bistrot. D'abord le travail, ensuite, eh bien, le travail, parce qu'aller boire un verre, ça n'était pas possible. Il était en colère contre son père alcoolique et n'allait jamais au bistrot. Se faisait un point d'honneur de ne jamais se reposer, en fait, de ne jamais prendre un verre. Que se serait-il passé s'il s'était arrêté pour prendre un verre, s'il s'était reposé? Eh bien, je pense que sa souffrance serait remontée à la surface. Et donc, on retrouve la notion de gestion à travers, en l'occurrence, le travail. Peut-être le fantôme déprimant de Louis serait réapparu, ou la détresse d'avoir perdu son grand frère, puis son père, 2 ans plus tard. Tout un vécu traumatique dont mon grand-père n'a jamais parlé, ni à son fils, ni à son petit-fils, en l'occurrence moi-même. On peut donc penser que son rapport au travail est un mode de gestion de ce traumatisme, au sens large, puisqu'il y en a eu plusieurs successivement. Vient une autre chose pour Louis, la honte d'être un déserteur. Voilà un homme qui n'avait à Genève qu'un permis de tolérance. C'était un Provençal, qui vivait chichement du produit de sa vannerie, un métier de bohémien, dira mon grand-père. Avec sa désertion, s'ajoute l'humiliation de ne plus pouvoir retourner dans son pays, la France, qu'il avait pourtant servi. Ce sentiment de honte a largement verrouillé l'expression du vécu familial. Il a fallu se taire, se faire petit, de peur d'être rattrapé par ce passé et éventuellement condamné socialement aussi.
Rappelons quand même qu'à l'époque, le refus de servir était puni de mort. Il fallut attendre le 11 novembre 2008 pour que le président Sarkozy réhabilite les fusillés de la Première Guerre et reconnaisse qu'ils n'étaient pas des lâches. Ce qui m'intéresse ici, encore une fois, c'est l'impact sur les générations suivantes. De la honte portée par son père, mon grand-père a conçu un rapport problématique au social. Je pourrais dire qu'il n'avait aucune ambition sociale. Mais en réalité, il portait la condamnation de son père et de sa lignée. Il a transmis ce manque de légitimité à ses enfants, à la génération suivante, la mienne, qui en a aussi hérité. Je me suis donc intéressé de plus près à cette période de la Première Guerre. J'ai demandé aux archives départementales le registre de matricule de mon arrière-grand-père et reconstitué son parcours militaire entre août 1914 et avril 1916, donc le moment de sa désertion. Ce que vous voyez là, en tout petit, ce sont ses affectations. Le 114e régiment territorial d'infanterie, puis le 120e dès le 14 septembre 1915. Sur le site Mémoire des hommes, si les personnes sont intéressées, on peut trouver les journaux des marches et des opérations de toutes les unités combattantes. Aujourd'hui, Internet facilite grandement la recherche généalogique. J'ai donc lu ceux qui le concernaient. Au départ d'Antibes, son régiment s'est déplacé sur Nice, puis Lyon et Amiens dans la Somme, où il se trouve fin 1914 déjà. Vu son âge, il avait 37 ans à la mobilisation, Louis a été incorporé dans un régiment territorial d'infanterie. 50% des mobilisés français avaient entre 33 et 51 ans, jamais l'âge moyen des combattants n'avait été aussi élevé. Les pépères, comme on disait, devaient se borner à la police des lignes frontières, à l'occupation et à la défense des forts et des ponts. Mais vu la tournure de la guerre, ils furent engagés dans la bataille pour creuser les tranchées, ravitailler les premières lignes, ramasser les cadavres. En septembre de l'année suivante, comme vous le voyez sur cette image, Louis passe au 120e régiment territorial d'infanterie, qui lui se trouve à Verdun. J'ai lu des témoignages de l'époque, dont celui de l'écrivain Maurice Genevoix, qui a combattu en Argonne, tout près de Verdun. Nous sommes allés sur place, avons marché sur les pas de Louis, une carte IGN à la main, essayer de sentir l'ambiance. Bien entendu, les choses ont beaucoup changé, mais il y a une mémoire qui est là, qui est conservée. Un collectionneur m'a permis de scanner des illustrations de l'époque, dont celle que je vous montre ici. Les faits consignés dans le journal des marches et des opérations du 120e régiment territorial m'ont permis d'avoir une idée de ce qui avait pu été vécu, quel traumatisme étaient les siens avec lesquels il était revenu à Genève en avril 1916. Alors je vous en lis quelques extraits. Dès septembre 1915, 300 à 460 travailleurs creusent des tranchées, 12 jours de front, puis 6 jours de cantonnement. 6 obus tombent sur le centre de commandement du Bois de Fay, le poste de téléphone est détruit. Bombardement de Rosières, un village proche. Un soldat tué, 2 soldats tués au Bois de Fay, un soldat amputé reçoit une médaille. Soldat disparu en faisant une patrouille de jour, soldat tué par un éclat d'obus. Soldat cité pour bravoure avant le début de la bataille de Verdun, le 21 février 1916. Perte de ce mois-là, 8 tués, 20 blessés. Pour mars, 8 tués, 24 blessés. Pour avril, 3 tués, 29 blessés. Tout ça pour son seul régiment. Ce qui compte encore une fois, ce sont non pas les faits eux-mêmes, mais la mémoire traumatique que chacun de ces hommes en a conservé. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la notion de traumatisme de guerre n'avait qu'été effleurée, on parlait de commotion. Les traumatisés de guerre, sans parler des déserteurs, étaient tenus en suspicion, considérés comme des simulateurs, voire des simulateurs qui voulaient échapper au combat, tout simplement. Mais qu'en était-il réellement? Alors, je n'ai pas trouvé de journal intime de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Il n'en a pas tenu, il n'avait pas les moyens intellectuels pour le faire. Mais par contre, j'ai trouvé le rapport sanitaire du médecin-major de son régiment en date du 8 mai 1916. 2 jours après sa désertion, en voici quelques extraits. L'état des hommes est détestable. Le fait le plus saillant est la grande fatigue. Depuis le 8 mai 1915, date de son arrivée au front de Verdun, le régime n'a pas cessé un seul jour d'occuper les tranchées de première ligne, dans des secteurs exposés à de vifs bombardements. En outre, au cours de cet hiver, la protection contre le froid, contre les intempéries, était mal assurée. Il y avait aussi de l'amaigrissement, et chez certains un aspect maladif. Il y a une usure très nette, une diminution de la résistance physique, qui pourrait avoir des conséquences en cas d'épidémie.
Voilà donc qui donne une bonne idée de l'état physique dans lequel il est rentré. Pour ce qui est de son mental, il souffrait d'un état de stress post-traumatique et n'a plus cessé de boire. Cette notion, bien entendu, n'existait pas à l'époque. Début 1919, pendant l'épidémie de grippe espagnole, toute la famille a été hospitalisée de longues semaines. Peut-être pour lui, en tout cas, le contre-coup de ce traumatisme. Tout cela montre la souffrance psychique dans laquelle mon grand-père a vécu son adolescence. L'absence pour lui d'un soutien paternel, qui s'est traduit par une forme de sacrifice dans le travail, comme on l'a vu. Pour son frère aîné, il y a aussi eu le sacrifice de sa vie, accidentellement, quelques années plus tard. Je pense qu'il y a un lien entre le vécu traumatique de Louis, dont il n'a jamais parlé, et la mort de son fils aîné. Ce dernier était épuisé par l'effort. Il a été, selon un journal, enseveli sous la neige, dans des conditions qui rappellent les tranchées de Verdun, le froid, la stupeur, l'asphyxie. Cette mort est-elle une manifestation tragique de ce passé non résolu? Je le pense. Et le fait que mon père porte le même prénom que son oncle décédé m'implique aussi. Mais de quelle manière, concrètement, comment cette mémoire traumatique a-t-elle été transmise d'une génération sur l'autre? J'ai parlé tout à l'heure de la notion de rôle, en évoquant les souvenirs de ma mère, une première fille, à qui l'on cache l'existence d'un demi-frère plus âgé, et qui est donc frustrée de son statut d'aînée. Elle n'est pas vue comme telle, alors que, concrètement, elle devrait l'être. Je suis cet aîné qui a la chance d'être reconnu comme aîné, mais qui ravive aussi sa frustration, sa colère quand j'exprime des besoins naturels et simples. Voilà que dans la lignée de mon père, le rôle d'aîné prend une valeur supplémentaire puisque l'aîné de Louis est mort tragiquement. Un aîné occulté dans le premier cas, un aîné sacrifié dans le second. Quand mes parents me disent que je suis grand, ils me transmettent aussi « Tu as de la chance d'être là, assume ce rôle d'aîné ». Sur l'image du haut, on m'a assis à 13 mois devant une chaise en réparation. Le travail que faisaient mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. L'album mentionne « en apprentissage ». Le rôle assigné à l'enfant passe dans chaque geste du parent, dans une phrase, un regard, une remise en scène, une attente. J'ai joué ce rôle d'aîné avec ma petite sœur, que l'on voit sur la photo du bas, et tout au long de ma vie, avec ce sentiment de ne jamais en faire assez. J'ai en tête certaines somatisations, maux de dos, migraines, sensation d'épuisement, et toujours cette impossibilité de m'arrêter, il faut tenir. Imposer un rôle à un enfant implique la négation d'un certain nombre de ses besoins et des souffrances qui vont être remises en scène. Donc la difficulté pour lui à vivre son enfance. Mais revenons à Louis. Lui aussi a dû tenir pour ne pas défaillir. C'était une question de survie. Son fils est sans doute mort d'épuisement avant de défaillir dans une tranchée de neige. Quelques mois avant de me rendre à Verdun, j'ai commencé à éprouver des symptômes. Difficultés respiratoires, voix enrouée, palpitations, anxiété, douleurs thoraciques. J'ai consulté un médecin, j'avais peur évidemment, qui n'a rien détecté d'anormal. Et puis j'ai repensé à notre petit appartement de Carouge. Par manque de place, et pour pouvoir étudier, mon père avait installé un dispositif qui isolait le berceau de la lumière à l'aide d'une couverture. En voici le schéma qu'il a réalisé pour moi. Je lui ai demandé, dessine-moi, comment ça se passait. Je me suis endormi là-dessous, donc vous voyez très schématiquement un bébé allongé, un berceau, donc plutôt une caisse, hein, et puis cette couverture, 80 cm entre le haut et le bas. Je me suis endormi là-dessous pendant les 2 premières années de ma vie, de 20h à 22h environ, selon leur dire, après quoi mes parents ôtaient la couverture pour aller se coucher, parce que mon père étudiait dans la même pièce, hein, si je peux. Je pense qu'ils étaient persuadés de bien faire, d'avoir trouvé une astuce pour employer notre petit espace au mieux. Mais ils ne se rendaient pas compte que je manquais d'air. Je me suis livré à un calcul tenant compte du volume respiratoire d'un enfant. Je suis un scientifique, hein, j'ai fait une formation d'une dizaine de kilos.
de la concentration de dioxyde de carbone expiré et du volume du caisson du berceau. Le CO2 est un gaz plus lourd que l'air, donc il a tendance à s'accumuler au fond, en l'occurrence de la caisse. Je suis arrivé à la conclusion qu'au bout d'une heure, l'air que je respirais avait une concentration en CO2 de 5% au lieu de l'habituel 0,03%. D'après une étude que j'ai consultée, c'est une concentration suffisante pour provoquer des bouffées de chaleur, des palpitations, des douleurs thoraciques, de l'anxiété évidemment, et on pourrait ajouter la peur de mourir, que le bébé ne peut pas nommer, localiser, qu'est-ce qui se passe. À plus haute dose, une intoxication au dioxyde de carbone peut effectivement être responsable de la mort subite du nourrisson. Cela illustre, à mon sens, le mécanisme de remise en scène par lequel les traumatismes se transmettent d'une génération sur l'autre. C'est une illustration, évidemment. Cette mise en scène ne rappelle-t-elle pas à la fois les tranchées de Verdun, la congère de neige sous laquelle mon grand-oncle fut enseveli, et l'atmosphère étouffante, humide, de l'atelier de vannerie de mon grand-père. Si vous connaissez, on fait tremper le lausier pendant de longues heures avant de le travailler. Donc tout est imbibé de cette humidité, tout est moite, souvent parfois même moisi. Quoi qu'il en soit, les sensations sont là. Anxiété, étouffement, palpitations, peur de mourir. Des sensations que je vivais dans le présent, avec la terreur accompagnée par des symptômes inquiétants pour un homme d'âge mûr, et la question de savoir bien d'où tout cela peut-il me venir. Voici donc la 7e et dernière pièce de ce puzzle. Sans le savoir, les parents imposent des rôles à leurs enfants au travers de leurs attentes, de leurs injonctions, de leurs désirs non reconnus, de leur passé non résolu, pour schématiser, et des rôles qu'on leur a imposés. Ces rôles peuvent conduire à divers types de manifestations somatiques, j'en ai évoqué quelques-unes, voire à des remises en scène. S'ils se transmettent, c'est bien parce que quelque chose n'a pas été reconnu. Un vécu passé n'a toujours pas été intégré en conscience. On pourrait dire dans l'empathie d'entendre ce qui a été vécu. La mise au jour de certains moments clés, en l'occurrence pour moi cette mise en scène de la couverture, peut nous aider dans ce processus. Et je pense que cela fait partie d'un travail plus large de prise de conscience. Ce dévoilement a eu pour moi un effet inattendu, puisque je me suis aperçu que j'avais littéralement vécu sous une cloche. Donc il est difficile de parler d'un sentiment, d'un senti comme celui-là, parce que tout d'un coup, la couverture tombe. Et donc, le fait qu'il y a une différence entre avant et après me permet de réaliser que cette cloche existait, que je vivais sous une cloche, en fait, sous l'empreinte de la couverture. Elle s'est fait sentir tout au long de ma vie comme un voile posé entre le monde et moi. Donc ça peut expliquer un certain nombre de choses dans mon intériorité, dans mon rapport à moi-même, dans la façon que j'ai d'envisager la vie, le monde, etc. J'avais été un peu comme ces personnes que j'ai prises en photo sous la coupole d'une serre étouffante. Fascinant de voir des gens sous une coupole, mais ça me ramenait à moi. Il m'a fallu reconstituer ce puzzle pour le réaliser, m'en libérer peu à peu. En faisant ce travail, j'ai entrevu, au fond, la puissance des projections que les parents font sur leurs enfants, que nous faisons sur nos enfants, l'impact de ces projections sur nos existences, mais aussi l'incroyable sensibilité de l'enfant, qui saisit les non-dits, les prend sur lui, s'applique sans le savoir à les remettre en scène. À nous de les décoder. C'est une prise de conscience douloureuse, certes, mais libératrice, car dans le même temps, c'est une ouverture extraordinaire, puisque dans nos vies, je pense que tout se tient, tout est cohérent. Il nous faut seulement le réaliser en conscience. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous.